Comme Zoom Afrique l'avait prévu, les propos concernant Barkhane et la politique du nouveau président nigérian ne passent pas. Des tirs nourris à l'arme lourde ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de la résidence présidentielle à Niamey, la capitale du Niger. Des militaires ont été arrêtés après une tentative de coup d'État dans la nuit de mardi à mercredi, a affirmé une source sécuritaire, et il y a eu des arrestations parmi les quelques éléments de l'armée qui sont à l'origine de cette tentative de coup d'État. Ce groupe de militaires n'a pas pu s'approcher du palais présidentiel lorsque la garde présidentielle a riposté, a-t-elle continué en affirmant que la situation était maintenant sous contrôle. Des tirs nourris, y compris à l'arme lourde, ont été entendus dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de la résidence présidentielle à Niamey, avait raconté des riverains un peu plus tôt. Les médias mainstream tentent maintenant de couvrir l'événement en mettant ces tentatives de putsch sur le dos de la contestation des élections. Comme l'avait déclaré le président Bazoum, les tensions étaient minimes contrairement à ce qu'ont montré les médias mainstream. Donc, c'est vraiment une tentative de faire du Niger un second Mali avec une tentative de coup d'État militaire. L'axe US-France présente, perd la main dans ce pays stratégique aux nombreuses ressources d'uranium, mais surtout avec ses nombreuses bases militaires aériennes, dont la plus grande appartient aux États-Unis. Cette tentative ratée a pour ainsi dire mis au grand jour les craintes des Occidentaux quant à la politique du nouveau président nigérian Mohamed Bazoum. Dans une interview accordée à RFI et France 24, le président a en effet déclaré qu'avec la présence de Barkhane ou bien son départ, la situation sécuritaire ne serait pas du tout différente. Visiblement, la pilule a déjà du mal à passer, mais ce fut aussi déjà un échec. Au Mozambique, les Occidentaux continuent leur bonhomme de chemin après l'aide américaine quant à la chute de la ville de Palma dans le nord du pays. Cela a permis maintenant à l'ancienne puissance coloniale, à savoir le Portugal, d'ouvrir la porte à l'arrivée massive des troupes militaires d'occupation européennes dans le pays. Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, a annoncé lundi l'envoi d'ici peu d'une soixantaine de militaires au Mozambique après une attaque terroriste revendiquée par le groupe de Daesh à Palma dans le nord du pays. Une équipe d'environ 60 militaires portugais est en train de se préparer. Elle sera envoyée dans les prochaines semaines sur le terrain au Mozambique, a déclaré le ministre lors d'un entretien accordé à la télévision publique portugaise. Elle va soutenir l'armée mozambicaine dans la formation des forces spéciales. Pour rappel, Palma se trouve à 10 km d'un gigantesque projet gazier de plusieurs milliards d'euros piloté par le groupe français Total. L'ONU a également apporté son grain de sel en condamnant ces attaques, ce qui ouvre une voie pour que les militaires européens s'ajoutent au nombre de militaires américains et maintenant portugais. Le groupe Total a déclaré suspendre la mise en place de son projet tant que sa sécurité n'est pas sauvegardée. En d'autres termes, tant que les militaires européens ne débarquent pas dans le pays. Ce que promet une multinationale dans un pays africain, c'est qu'en le laissant s'installer, en l'occurrence au Mozambique, c'est que le pays aura des bénéfices quant à l'exploitation de ses ressources. Mais c'est un leurre. L'épée de Damoclès du terrorisme continuera de planer sur Maputo, ne lui laissant pas un moment de répit. Et en attendant, Total pillera le pays en laissant des miettes placées donc sous forme d'emprunts à rembourser à long terme. Ce qui fait que Maputo sera donc poussé dans un cercle vicieux d'endettement. Les scénarios post-occupation seront une main mise donc sur le gouvernement, des trucages au niveau des élections, donc un contrôle total sur les dirigeants. Maputo n'a cependant pas entièrement laissé les pleins pouvoirs de gestion aux Occidentaux. D'autres acteurs sont bien présents et remettent en cause la présence occidentale et surtout leur utilité. Quelques opérations de sauvetage ont pu être réalisées grâce aux appareils de l'entreprise paramilitaire sud-américaine DAG. Sous contrat avec le gouvernement mozambicain, ces mercenaires couvrent la région depuis un an. Une vingtaine de personnes sont ainsi évacuées d'un hôtel sur la pelouse duquel elles avaient écrit les lettres SOS. Vendredi 26 mars, au troisième jour de l'assaut, une opération d'exfiltration est tentée par la route. En quittant la Maroula, la colonne de 17 camions est attaquée par les terroristes. 7 civils sont tués selon le porte-parole de l'armée mozambicaine. Un Britannique et un Sud-Africain font partie donc des victimes confirmées, ce qui pourrait également dire que les Britanniques sont bel et bien présents dans le pays. Ces paramilitaires sud-africains ont tout de même entrepris une initiative de sauvetage, contrairement au contingent américain sur place. Et pour ce, c'est ce même contingent US qui a aidé quant à la prise de Palma.
Ils s'occupent de former l'armée pour faire face donc aux groupes terroristes, mais ceci n'est qu'une prétention parce que comment peuvent-ils donner une formation pour faire face à un ennemi que les États-Unis et leurs alliés européens n'arrivent pas à battre? Les contrats signés avec la Tanzanie, l'Afrique du Sud ou encore la Russie montrent qu'ils servent à quelque chose, contrairement aux contrats signés avec les États-Unis ou encore les pays européens. La preuve peut d'ailleurs être vue au Mali. Généralement, les soldats de Barkhane ne sont jamais là quand il s'agit de mener des opérations de sauvetage ou des combats contre des terroristes qui sont évidemment leurs alliés. Dernièrement, avec la prise de Farabougou, on avait pu constater que Barkhane n'a aucunement bougé pour libérer cette ville du centre du Mali. C'est l'armée malienne qui s'en est occupée. De plus, les médias passent également à l'offensive en remettant en question les capacités du gouvernement, ce qui fait également partie du scénario de colonisation du pays. Un gouvernement qui serait dans l'incapacité de gérer des attaques terroristes justifierait également une invasion militaire occidentale aux yeux de la communauté internationale et surtout aux yeux de l'opinion publique, car fournir assez de fausses informations quant à la situation dans un pays d'Afrique pousse l'opinion publique à être pour une intervention militaire et même des ingérences. C'est également pour cela que l'on peut constater que les populations dans les pays occidentaux ne sont pas du tout au courant de la situation sur le continent africain et même au Moyen-Orient. Cela donne le champ libre aux interventions militaires barbares destinées à coloniser un pays plutôt que de l'aider. Une intervention militaire occidentale en Afrique signifie bien une recolonisation du pays cible avec des moyens légaux. Cela dit, les populations ne sont plus dupes comme le croient encore les médias mainstream. C'est pourquoi ce genre de planification donne naissance à une résistance qui se bat aux côtés de l'armée nationale pour préserver ses frontières, mais également pour protéger la souveraineté et l'intégrité de leur territoire. Et c'est eux qui portent généralement l'étiquette de terroristes, car ici, dans les médias mainstream qui parlent donc de l'attaque de Palma, les terroristes de Daesh portent maintenant le nom de commandos djihadistes, un nouveau terme qui désignerait les alliés mercenaires à la solde occidentale. L'union entre la population, l'armée nationale, le gouvernement, doublé des alliances intra-africaines, sont le rempart au terrorisme et au néocolonialisme. En Centrafrique, l'investiture du président Faustin-Archange Touadéra a officiellement débuté ce 30 mars et a lieu donc aux Grandes Dames de l'Axe US-France, la cérémonie d'investiture du président centrafricain. Le président burundais était sur place, de même que les premiers ministres du Rwanda, du Cameroun et du Gabon, alors que l'Angola, le Congo, le Tchad et la Guinée équatoriale étaient représentés au niveau ministériel. Côté République démocratique du Congo, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait le déplacement. C'est avec émotion et humilité devant l'ampleur de la tâche, selon ses propres mots, que Faustin-Archange Touadéra a prêté serment à l'Assemblée nationale ce 30 mars. Et sans surprise, un thème a dominé son discours d'investiture, celui du retour à la sécurité. Mon vœu est qu'au terme de son mandat, il n'y ait plus aucun groupe armé actif sur le territoire national, a déclaré le chef de l'État. Autre promesse, celle de lutter contre l'impunité, et elle sera, dit-il, la colonne vertébrale de mon mandat. Pour cela, il a promis de travailler avec tous les citoyens, quelle que soit donc leur appartenance politique, ethnique ou religieuse, et a réitéré son engagement à organiser sous peu un dialogue, car selon lui, l'opposition a un rôle à jouer dans l'ancrage de notre démocratie, estime Faustin-Archange Touadéra. Le chef de l'État a aussi longuement remercié ses partenaires étrangers pour leur appui dans cette période de crise, surtout les pays voisins de la Centrafrique. De grands défis attendent le président Touadéra. Premier de ces défis, d'empêcher les groupes armés, avec à leur tête François Bozizé, de réattaquer le territoire centrafricain et de s'en prendre aussi à ses voisins. D'ailleurs, l'un des alliés de la Centrafrique, la Russie, à travers son ambassadeur, il a prononcé ces termes, mais il n'y a que deux choix qui sont maintenant proposés à Bozizé, c'est celui de se rendre ou d'être neutralisé. Cette union des groupes armés qui s'est mise en place et qui compte désormais sur son leader Bozizé devrait continuer ses tentatives de déstabilisation de la Centrafrique. Mais vu les échecs essuyés ces dernières semaines et le renforcement au quotidien des FACA, il sera difficile
difficile maintenant pour ces groupes armés à la solde occidentale de s'attaquer à la Centrafrique. Mais la France continue de se persuader que le pays n'est pas sécurisé et que la situation est précaire. D'ailleurs, lors de la cérémonie d'investiture, le secrétaire d'État français aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a fait le déplacement pour marquer, dit-il, ce moment important et l'engagement de la France dans le pays. Vous avez vu encore ces derniers mois combien la situation était précaire et par conséquent, il est important qu'il y ait une solution politique qui permette à tous les Centrafricains de se reconnaître dans l'action conduite. Il n'y a pas de solution militaire et d'ailleurs le président Touadéra nous l'a dit dans ces mots-là aussi. Donc le vœu que nous formons, c'est que ce dialogue soit fécond, qu'il permette aux Centrafricains de se développer dans de meilleures conditions, affirme-t-il. Un aveu d'échec assez fort de la part de la représentation française et visiblement Paris aurait compris que la solution Bozizé et groupe armé était un fiasco énorme. Bangui continue sa politique de développement des partenariats gagnant-gagnant et devient également un exemple dangereux pour l'axe néocolonialiste occidental car l'effet domino est bien présent, car le pays montre qu'avec une union entre la population, les FACA et le gouvernement et surtout le détachement à l'Occident, la sécurité revient en très peu de temps et le développement du pays reprend son cours. Au Mali, la cérémonie symbolique pour les victimes de Tombouctou a été organisée. Une cérémonie donc de réparation aux victimes était organisée ce mardi 30 mars à Bamako par les autorités maliennes de transition et par la Cour pénale internationale. Les mausolées ont été reconstruits depuis et cette cérémonie a été l'occasion de lancer le processus de réparation aux victimes. Cette attaque visait certes à l'époque à anéantir la population musulmane et surtout à installer des différends dans le but de créer des conflits interreligieux ou encore interethniques. C'était en 2012. Boubacar Mahaman était présent quand les terroristes avaient fait tomber les monuments. Chaque mausolée, dit-il, a été cerné par des hommes armés de pioches, de pelles, de matériel bien sophistiqué, destiné seulement à la démolition de ces joyaux architecturaux qui datent de plusieurs siècles. Aujourd'hui, alors que la Cour pénale internationale a accédé favorablement à un procès, nous ne pouvons que nous réjouir et c'est dire que l'impunité ne peut pas prospérer. Il faut aussi voir dans ce procès pour la destruction des mausolées de Tombouctou un message, un avertissement pour tous les groupes terroristes étrangers qui s'en prennent aux monuments historiques, notamment en Syrie et aussi en Irak. La CPI prévient, jusqu'à présent on ne faisait que déplorer les destructions, désormais il y aura des poursuites. Cette décision de la CPI montre un recul par rapport aux différentes méthodes de création de conflits interethniques et interreligieux au Mali, car en effet, et contre la volonté de la France et de ses alliés occidentaux, le Haut Conseil islamique s'était réuni il y a 2 semaines de cela avec des groupes armés afin de signer un accord de cessez-le-feu, le genre d'accord qui ne plaît pas du tout à la France et sa politique de division au sein du Mali. Mais la France n'a pas son mot à dire, la population malienne continue de montrer sa volonté de mettre la France et ses militaires à la porte, surtout avec les événements qui ont surgi ces dernières semaines et celle du mois de janvier à Bounti. C'est en effet, donc le 3 janvier, une frappe de l'opération Barkhane avait visé le visage de Bounti, tuant bon nombre de civils dans le centre du Mali. Accusée depuis des semaines de bavures, l'armée française continuait de jouer la forte tête en prétendant dur comme fer qu'elle a visé des terroristes qui organisaient un rassemblement. Mais la version des Maliens présents donc aux alentours et surtout ceux qui sont restés en vie était tout autre. Selon le rapport des Nations Unies, ce jour-là, le 3 janvier, donc il y avait bien une cérémonie de mariage dans le village malien de Bounti, situé dans le centre du pays. Cette célébration a réuni une centaine de personnes et pour les auteurs du rapport onusien, il ne s'agissait pas donc d'un rassemblement de terroristes. Même malgré ce rapport, la France continue de maintenir sa version et remet également en cause la méthodologie quant aux investigations de l'ONU. Il faut aussi savoir que ce rapport qui occupe tant la toile intervient et couvre une autre bavure qui passe inaperçue, à savoir les 6 jeunes chasseurs mineurs pour la plupart qui ont été tués dans des frappes aériennes de Barkhane il y a quelques jours de cela. Et Barkhane prétend que c'était aussi des terroristes alors que des locaux démentent cette version et affirment que c'était simplement des chasseurs qui traquaient le gibier. Il s'agit là d'un groupe de jeunes, dont des mineurs, qui ont décidé de passer la journée en dehors du village de Talataye à bord de 3 motos et armés d'un fusil de chasse pour tirer des lapins et des perdrix, a déclaré le maire de la localité, Mohamed Assaleh Ahmad.
4 avaient moins de 16 ans et 2 entre 18 et 20 ans, a-t-il dit. Aucune déclaration de la part du gouvernement français concernant la mort de ces victimes. L'état-major a seulement fait part de la destruction de 3 motos. Le fait de tuer des civils est une chose, mais ici il s'agit de civils mineurs. La peine devrait être lourde. Malgré les rapports de l'ONU, les plaintes des Maliens et même les bavures qui ont été mises au grand jour ou bien qui ont été couvertes, les massacres entiers de civils ou des soldats maliens, le gouvernement français ne daigne toujours pas présenter le moindre hommage aux victimes et pas de condoléances non plus. Les langues se dénouent chez les Maliens, beaucoup de Maliens n'hésitent plus à témoigner et à dire réellement ce qui se passe et surtout contre qui se bat réellement Barkhane. Certainement pas les groupes terroristes, sinon ça se saurait. L'affaire de Bounty couvre actuellement celle des chasseurs, mais les Maliens ne laisseront pas passer cela à la trappe comme le tente de le faire Barkhane. Le sentiment anti-France Barkhane, qui est déjà largement présent dans le cœur des Maliens, continue d'augmenter, surtout que dans toutes les régions du Mali et au sein de toutes les communautés maliennes, le masque de Barkhane est tombé et leur vrai visage d'occupants, mais également leur mépris concernant les Maliens et les Africains en général, sont mis au grand jour. Le Cameroun veut remettre son économie fortement affectée par la crise de Covid-19 sur la trajectoire des projections inscrites dans sa vision 2035. Cette stratégie vise à faire de la plus grande économie de la CEMAC un pays émergent pour relancer son économie, donc entrer en récession en 2020, donc à moins 2,6% du fait de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement camerounais a élaboré un plan triennal d'un montant de 871,8 milliards de francs CFA. Annexé à la loi de finances 2021, le document intitulé Plan de relance économique post-Covid-19 vise notamment à apporter un soutien aux branches d'activité fortement impactées par la crise et à celles capables de favoriser une relance rapide du secteur productif. À cet effet, les mesures envisagées s'inscrivent, entre autres, dans le cadre de la politique nationale d'import, substitution et de promotion de la préférence nationale en vue de renforcer la capacité de résilience du tissu économique local face aux chocs extérieurs, précise le document. L'objectif est de situer la croissance économique sur le taux de référence de la vision 2035. Il s'agit d'un taux de croissance moyen annuel de 4,7% entre 2020 et 2022. 7,7% entre 2023 et 2025 et 9,3% entre 2026 et 2030. Dans le détail, plus de 80 actions regroupées en 4 axes constituent l'ossature du plan. Le pays compte injecter 96,4 milliards de francs CFA au soutien à la production et à la transformation des produits de grande consommation. 709,4 milliards dans le financement des entreprises, 50 milliards dans les branches filières de croissance et 21 milliards dans la compétitivité des entreprises. Et pour mobiliser le financement, le gouvernement envisage de mettre la main à la poche. Au Burkina Faso, le ministre de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation, Salifou Ouedraogo, a procédé ce mardi à Korsi-Moro, donc la province du San-Matenga, dans la région du Centre-Nord, au lancement officiel de l'opération de vente de céréales au profit des personnes vulnérables. Au total, ce sont 40 000 tonnes de céréales réparties dans 200 points de vente qui seront mises à la disposition des ménages vulnérables à un prix subventionné de 6 000 francs CFA le sac de 50 kg de maïs. Cette opération va coûter à l'État burkinabé environ 11 milliards 163 000 francs CFA. L'opération de vente découle du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables des zones déclarées déficitaires à l'issue de la campagne agricole. Selon le ministre de l'Agriculture, bien que la campagne agricole ait été assez bonne avec un excédent de plus de 100 000 tonnes, certaines zones présentent des risques d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Les points de vente de céréales à prix subventionné vont donc permettre aux personnes vulnérables vivant dans ces zones, mais aussi sur l'ensemble du territoire national, de pouvoir se nourrir convenablement. En plus de ces 200 points de vente officiellement lancés ce jour, d'autres boutiques seront ouvertes en fonction des risques d'insécurité alimentaire qui seront constatés, a laissé entendre le ministre. Il a précisé que cette année, les points de vente seront prioritairement installés dans les zones d'accueil des déplacés internes pour permettre à ceux-ci de pouvoir s'acheter des vivres.
En 2020, les échanges commerciaux entre l'Égypte et le Soudan ont atteint 862 millions de dollars. Le Caire, conscient du poids de son voisin du Sud, dans ces transactions, entend agir sur le facteur accessibilité pour intensifier les échanges bilatéraux. Le projet de construction d'environ 900 km de voies ferrées transfrontalières devant relier l'Égypte au Soudan connaît des avancées. Les négociations politiques semblent être en cours de finalisation. Le sujet a notamment fait l'objet de discussions entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et Abdallah Hamdok, le premier ministre soudanais qui était en visite au Caire les jeudi et vendredi 12 mars. M. Sisi et M. Hamdok ont discuté des questions bilatérales et des moyens de stimuler la coopération commerciale et économique, notamment le projet ferroviaire, peut-on lire dans un communiqué de la présidence égyptienne. Ce réseau ferroviaire, dont le coût est estimé à environ 1,19 milliard de dollars, n'est qu'un volet d'un méga-projet de construction d'infrastructures ferroviaires et routières baptisé Route Le Caire Cape Town, devant permettre de connecter l'Afrique du Nord à l'Afrique australe. Le réseau routier contenu dans le projet concerne quant à lui 10 288 km de routes à ériger. Il devrait traverser 9 pays, à savoir l'Égypte, le Soudan, le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, le Gabon et l'Afrique du Sud. Le gouvernement zimbabwéen a fait de la transformation numérique du pays une priorité. En plus du développement de la connectivité, il a sécurisé la production d'équipements qui contribueront au succès de sa révolution numérique. Le président de la République, Emmerson Mnangagwa, a procédé la semaine dernière à l'inauguration officielle de l'usine nationale d'assemblage d'appareils électroniques. L'infrastructure, baptisée Zimbabwe Information Technology Company, est le fruit d'une collaboration entre la société télécom publique Telwan et la société chinoise Inspur. Elle produira des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, etc. Lors de la cérémonie d'inauguration tenue ce mercredi, Chipo Mtasa, la directrice générale de la Telwan, a déclaré que l'usine a déjà produit 2500 ordinateurs. Elle a indiqué qu'en entrant dans sa phase de pleine production, l'usine s'oriente désormais vers une capacité de production d'au moins 50 000 et jusqu'à 150 000 unités chaque année. Ce niveau de production sera soutenu par un effectif d'environ 100 employés. Dans l'immédiat, l'usine aidera le gouvernement à équiper les élèves de 1500 écoles qu'il va connecter à Internet d'ici juin 2021 dans le cadre de sa stratégie nationale d'apprentissage en ligne adoptée le 9 mars. Et l'usine répondra aussi aux besoins du marché intérieur avec une opportunité de vendre sur le marché extérieur dans le futur.